Mes parents m'ont invité à un dîner de famille chic avec tous les proches. Puis mon père s'est levé et a annoncé devant tout le monde, « Nous avons décidé de te retirer de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. » Tout le monde a ri et approuvé. J'ai souri, pris une gorgée de vin et je suis parti en silence. 2 jours plus tard, c'est le chaos total. Nous avons décidé de te retirer de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. La voix de mon père, Baudouin, a résonné à travers le salon privé du restaurant, tranchante comme un couperet de guillotine. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Le lustre en cristal au-dessus de nos têtes a semblé figer son scintillement. La douce musique classique qui jouait en fond sonore s'est estompée dans le néant. Tous les visages autour de cette longue table élégante se sont tournés vers moi. J'ai vu des expressions allant de la satisfaction suffisante à une joie à peine dissimulée. Je suis resté là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, fixant l'homme qui m'avait élevé. Autour de nous, toute ma famille élargie s'était réunie. Tante, oncle, cousins, et même ma grand-mère. Le restaurant que mes parents avaient choisi, une institution lyonnaise étoilée au guide Michelin, était l'un de ces endroits où il fallait réserver des mois à l'avance, où les serveurs portaient des gants blancs immaculés et où le menu n'affichait aucun prix. Ils n'avaient épargné aucune dépense pour ce moment. Pour mon exécution publique. Tu m'as entendu, Azéline ? Mon père se tenait en bout de table, le visage rouge, gonflé par le vin et quelque chose de plus sombre. Le triomphe, peut-être. Ou la cruauté pure. Tu es dehors. Complètement dehors. Le groupe Gauthier et l'ensemble du patrimoine immobilier iront à ton frère, Enguerrand. Ma mère, Domitille, était assise à côté de lui. Elle tamponnait les coins de sa bouche avec une serviette en lin brodé, essayant maladroitement de cacher son sourire. Mon frère aîné, Enguerrand, 35 ans, s'affalait dans sa chaise avec un sourire narquois qui me donnait la nausée. Il avait déjà l'air d'avoir dépensé l'argent qu'il n'avait pas encore touché. Ma tante Carole ne pouvait même pas me regarder, mais je voyais ses épaules trembler d'un rire contenu. C'est ce qui arrive quand on tourne le dos à la famille pour aller jouer les petits employés à Paris, intervint elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie toxique. Nous l'avons tous vu venir. Absolument, ajouta l'oncle Gérald, levant son verre de vin à la loyauté familiale. La table a éclaté en approbation. Les verres en cristal ont tinté. Les gens ont ri. Ma cousine Hortense a même applaudi discrètement. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Mes mains étaient stables, malgré la rage volcanique qui montait dans ma poitrine. 29 années de souvenirs ont défilé dans mon esprit en quelques secondes. Chaque anniversaire où Enguerrand recevait le plus gros cadeau, même s'il avait échoué à ses examens. Chaque Noël où mes réussites scolaires étaient balayées d'un revers de main tandis que les moindres gestes de mon frère étaient portés au nu. Mais ceci était différent. C'était la fin. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur rire en larmes, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, Montréal, Bruxelles, ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Mon père m'avait appelé 3 jours plus tôt, sa voix chaude et invitante pour la première fois depuis des mois. Nous organisons un dîner de famille samedi. C'est très important. Tout le monde sera là. Nous aimerions vraiment que tu viennes, Azéline. Cela fait trop longtemps. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû entendre le piège dans ces mots mielleux. Mais une partie stupide et pleine d'espoir en moi pensait peut-être, juste peut-être, qu'il voulait enfin arranger les choses. Au lieu de cela, il voulait un public pour mon humiliation. J'ai regardé autour de la table, scrutant chaque visage. Ma grand-mère Solange, qui me glissait des billets en douce quand j'étais petite, ne croisa pas mon regard. Elle fixait son assiette de porcelaine fine, ses mains tremblantes. Même mon cousin Côme, que j'avais aidé financièrement pendant ses études, levait son verre avec les autres. Rien à dire, Azéline, demanda ma mère, sa voix douce comme du poison. Pas de larmes? Pas de supplications? J'ai pris mon verre de vin, un Bordeaux Grand Cru classé que mon père avait insisté pour commander afin d'impressionner la galerie. J'ai pris une gorgée lente, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. J'ai savouré le goût du fruit noir et du chêne, mais surtout,
j'ai savouré ce que je savais et qu'ils ignoraient. Puis, j'ai souri. Un sourire froid, professionnel. Félicitations, dis-je doucement, en posant le verre. J'espère que cela en valait la peine. Enguerrand, bonne chance avec l'Empire. Tu en auras besoin. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe simple mais élégante, et j'ai pris mon sac à main. La table était redevenue silencieuse, mais cette fois, le silence était confus. Il s'attendait à des pleurs, peut-être à des cris. Certainement à une sorte de scène dramatique qui leur donnerait encore plus matière à rire plus tard. Mon calme les perturbait. « Attends, c'est tout » cria Enguerrand alors que je me tournais vers la porte. « Tu pars juste comme ça ? Pas de crise de nerfs ?» Je me suis arrêtée, regardant par-dessus mon épaule. Le visage de mon père était passé du triomphe à l'incertitude. Le sourire de ma mère avait vacillé. « Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse d'autre ? » demandai-je, ma voix plaisante, presque curieuse. « Vous avez pris votre décision. Je l'accepte. » « Mais... » commença ma tante, mais j'étais déjà en train de m'éloigner. En sortant de la salle à manger privée et en entrant dans la zone principale du restaurant, j'ai entendu les murmures confus commencer derrière moi. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient passé des semaines à planifier ce moment, imaginant mon effondrement, savourant la pensée de ma douleur. Mon départ calme avait volé leur satisfaction. Qu'ils se posent des questions. Qu'ils s'inquiètent. J'ai donné mon ticket au valet et j'ai attendu dans l'air frais de la soirée lyonnaise. Le restaurant était situé sur les quais de Saône, entouré de vieux platanes et de lampadaires en fer forgé. C'était beau, paisible, un contraste étrange avec la laideur que je venais de laisser derrière moi. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai vu un SMS d'Enguerrand. « Ne pense pas que tu pourras faire changer papa d'avis plus tard. C'est définitif, la clocharde. » Je l'ai effacé sans répondre. Un autre texto, cette fois de ma mère. « Tu as toujours été dramatique. Partir comme ça, quelle impolitesse. » Effacé. Le valet a ramené ma voiture. Une Peugeot 308 modeste mais fiable que j'avais achetée moi-même, payée avec mon propre argent, fruit de mon propre travail. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné. Et cela avait toujours été le problème pour eux. J'ai donné un pourboire au valet et je me suis glissée derrière le volant. Alors que je m'éloignais du restaurant, j'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment dans mon rétroviseur. Quelque part à l'intérieur, ma famille célébrait probablement déjà, dépensant déjà l'argent qu'ils pensaient avoir sécurisé en m'évinquant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. 2 jours. C'était tout ce qu'il faudrait. Je conduisais en pilote automatique vers la gare TGV Pardieu, mon esprit ayant déjà 3 coups d'avance. La colère qui avait mijoté pendant le dîner brûlait maintenant avec une clarté froide et chirurgicale. Ils voulaient m'humilier. Ils voulaient me briser. Ils pensaient que j'étais faible, que je m'effondrerais sous leur rejet. Ils avaient oublié qui m'avait appris à être impitoyable. Mais surtout, ils avaient oublié quel était mon métier. Ils pensaient m'avoir tout pris ce soir. Mais la vérité? Je tenais déjà les clés de leur destruction dans ma poche depuis 3 mois. Le TGV filait vers Paris à 300 km/h, fendant la nuit noire. J'étais assise dans le carré calme de la première classe, le seul luxe que je m'accordais regardant mon reflet dans la vitre sombre. 32 ans. Des cernes légers sous les yeux, témoins de nuits blanches passées sur des bilans comptables. Mon père pensait que j'étais juste une comptable médiocre dans un cabinet moyen. Il pensait que mon travail était ennuyeux, mon salaire modeste, ma carrière sans intérêt. Il adorait me comparer à Enguerrand, qui travaillait soi-disant dans le développement stratégique de l'entreprise familiale. Pour autant que je sache, il passait surtout ses journées à jouer au golf et à déjeuner avec des partenaires qui n'étaient que des amis de beuverie. Il adorait louer ma mère pour son esprit charitable, même si ces galas de bienfaisance coûtaient souvent plus cher qu'ils ne rapportaient d'argent aux causes qu'elle prétendait soutenir. Ce que mon père ignorait, aveuglé par son arrogance patriarcale, c'était que je n'étais pas n'importe quel comptable. J'étais expert comptable judiciaire, spécialisé dans le recouvrement d'avoirs et la détection de fraude au sein d'un des Big Four à la Défense. Mon cabinet gérait certaines des plus grandes affaires de fraude financière en Europe. Et j'étais très, très doué pour mon travail.
Je suis arrivée à mon appartement dans le 17e arrondissement vers minuit. Ce n'était rien de grandiose, pas comme la villa de mes parents sur les hauteurs de Lyon, mais c'était à moi. J'ai déverrouillé ma porte et Winston, mon chat de gouttière tigré que j'avais sauvé d'une poubelle il y a 4 ans, est immédiatement venu s'enrouler autour de mes chevilles en miaulant pour son dîner. Je sais, mon vieux, je sais, murmurai-je en le caressant. La soirée a été longue. Je l'ai nourri, je me suis versé un verre de vin, un simple Côtes-du-Rhône, bien meilleur que leur vinaigre hors de prix, et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable professionnel sécurisé. La vérité, c'est que je m'attendais à quelque chose comme ça depuis des mois. Mes parents avaient lâché des allusions, faisant des commentaires sur les valeurs familiales, la loyauté et le fait de connaître sa place. Enguerrand avait été insupportable dernièrement, parlant constamment de son futur, de ses plans pour moderniser l'entreprise, de ce qu'il ferait quand le moment viendrait. J'avais espéré avoir tort. J'avais espéré que malgré tout, malgré les années à être ignorée et sous-estimée, il me verrait comme quelque chose de plus qu'une déception parce que j'étais née fille. Cet espoir était mort ce soir, entre le fromage et le dessert. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti une petite clé USB noire de mon sac à main. Je l'ai insérée. Un dossier est apparu sur l'écran. Je l'avais nommé « Assurance », bien que cela semblât trop généreux maintenant. C'était plutôt une nécrologie. Il y a 3 mois, ma mère m'avait demandé de l'aide pour ce qu'elle appelait une petite question fiscale. Elle voulait acheter un nouveau yacht pour l'été et la banque posait des questions embêtantes. Elle m'avait tendu un disque dur externe contenant des années de documents numérisés, pensant que je ne regarderais que les relevés personnels. Elle me faisait confiance parce qu'elle pensait que j'étais trop bête pour comprendre la complexité des affaires de papa, ou trop soumise pour poser des questions. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je reconnaîtrais les schémas immédiatement. C'est mon métier. C'est mon instinct. Les sociétés écrans au Luxembourg. Les comptes offshore aux îles Caïmans. La comptabilité créative qui poussait juste à la limite de la légalité et la franchissait souvent allègrement. Les fausses factures de rénovation pour des immeubles qui n'existaient pas. J'avais passé les 2 mois suivants à rassembler discrètement des informations, à croiser les données, non pas parce que je prévoyais de les utiliser, mais parce que je croyais en la nécessité d'être préparé. Mon père avait bâti son petit empire immobilier grâce à une combinaison de travail acharné, d'investissements stratégiques, comme il s'est avéré, de pratiques financières très douteuses. Maintenant, assise à ma table de cuisine, je regardais des feuilles de calcul qui racontaient une histoire que ma famille ne voulait que personne ne sache. Mon père détournait de l'argent de ses partenaires commerciaux via des schémas compliqués qui cachaient ses profits réels et gonflaient ses dépenses. Ma mère utilisait les organisations à but non lucratif qu'elle présidait comme des tirelires personnels pour financer son train de vie. Ensemble, ils avaient construit un château de cartes qui semblait impressionnant de l'extérieur, mais qui s'effondrerait au moment où quelqu'un regarderait de trop près. Et j'allais m'assurer que quelqu'un regarde de très, très près. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de ma grand-mère Solange. Pendant un moment, j'ai hésité. Elle avait été à ce dîner. Elle était restée assise là et n'avait rien dit pendant qu'il me dépouillait de mon héritage, de ma dignité, de ma place dans la famille. Mais elle appelait maintenant, à 1h du matin. J'ai répondu. Allô, mamie? Azéline, ma chérie. Sa voix était fine, fatiguée, tremblante. Je voulais m'excuser pour ce soir. C'était cruel de la part de ton père. J'aurais dû parler. Mais tu ne l'as pas fait, dis-je, ma voix neutre. Silence à l'autre bout du fil. Puis un soupir qui ressemblait à un râle. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis vieille, et je dépends d'eux pour ma maison de retraite. Je suis lâche, ma petite. Pardonne-moi. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait lui pardonner. Pourquoi ont-ils fait ça, mamie? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Ma grand-mère a baissé la voix, comme si elle avait peur d'être entendue. Ce n'est pas ce que tu as fait, ma douce. C'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas eu besoin d'eux. Tu ne es pas venu mendier de l'argent ou de l'aide ou de l'approbation. Tu as construit ta propre vie à Paris, et ça leur fait peur. Ton père aime qu'on ait besoin de lui. Il aime être le roi soleil.
Tu lui as fait sentir qu'il était inutile. Alors, il m'a coupé de l'héritage pour me punir de ma réussite? L'héritage? Elle a laissé échapper un rire amer et sec. L'héritage qui n'a jamais vraiment existé, Azéline. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père a des problèmes financiers depuis 1 an. De gros problèmes. L'héritage que tu penses exister. La plupart a déjà disparu. Ce soir, c'était du théâtre. Il voulait te blesser avant que tu ne découvres qu'il n'y avait plus rien à hériter de toute façon. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Tu en es sûr? Je suis vieille, pas stupide. Je l'entends crier au téléphone avec les banques. Je vois les lettres d'huissier qu'il cache dans son bureau. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine sombre, traitant cette nouvelle information. Mon père était fauché. Le grand héritage qu'il avait fait miroiter au-dessus de nos têtes toute notre vie était une fiction. Il avait rassemblé toute la famille pour m'humilier afin de masquer sa propre faillite imminente. C'était une projection classique. J'ai souri dans l'obscurité. Winston a miaulé doucement. Tu sais quoi, Winston, dis-je au chat. Ça va être encore mieux que je ne le pensais. Le dimanche matin s'est levé clair et lumineux sur Paris, se moquant de la noirceur de mon humeur. J'avais passé la majeure partie de la nuit à revoir les fichiers, à prendre des notes, à planifier mes prochains mouvements. Winston avait renoncé à essayer de m'attirer au lit vers 4 heures du matin et s'était simplement recroquevillé sur une pile de papier à côté de mon ordinateur portable. Maintenant, assise à mon bureau avec un triple expresso, j'étais prête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un message à quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une affaire de fraude majeure il y a 6 mois. Marius était un journaliste d'investigation pour Mediapart, spécialisé dans la délinquance financière et la corruption des élites. Nous avions développé une bonne relation de travail pendant l'affaire précédente. Je fournissais l'expertise technique, il écrivait les histoires qui mettaient le feu aux poudres. Salut Marius. Tu te souviens quand tu as dit que tu me devais une faveur? J'ai peut-être une histoire pour toi. Sa réponse est revenue en moins d'1 minute. Toujours intéressé. De quoi parle-t-on? Promoteur immobilier lyonnais. Fraude possible, abus de biens sociaux, évasion fiscale, multiples victimes vulnérables. Veux-tu qu'on se voie? Quand et où? Nous avons convenu de nous rencontrer le mardi matin dans un café discret près de Montmartre. Cela me donnait un jour de plus pour tout organiser, pour m'assurer que mon dossier était en béton armé. Je ne pouvais me permettre aucune erreur. Cela devait être parfait. J'ai passé le reste du dimanche à creuser plus profondément dans les dossiers financiers de mon père. Plus je regardais, pire c'était. Il avait emprunté de l'argent à des partenaires commerciaux et ne l'avait jamais remboursé. Il avait contracté des prêts en utilisant des propriétés qu'il ne possédait pas entièrement comme garantie. Il avait créé de fausses sociétés de rénovation pour facturer des travaux inexistants sur des logements sociaux, empochant les subventions de l'État. CTA, LN2, mettez-vous à ma place un instant. Vous découvrez que vos propres parents volent de l'argent public destiné aux logements sociaux. Est-ce que vous les dénoncez aux autorités, sachant que cela détruira votre famille, ou est-ce que vous gardez le silence pour protéger le nom de famille? C'est un dilemme moral terrible. Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. Chaque transaction laissait une trace papier, et chaque trace menait directement à mon père. Ma mère était complice, bien sûr. Elle avait signé des documents, ouvert des comptes, déplacé de l'argent. Ils avaient construit cet empire de tromperie ensemble, et ils tomberaient ensemble. Le lundi matin, je suis allée travailler comme d'habitude. Ma patronne, Hélène, a remarqué que j'étais plus concentrée, plus intense que d'habitude. Gros dossier, demanda-t-elle en s'arrêtant à mon bureau. Projet personnel, dis-je. Mais oui, gros. Elle m'a étudié un moment. Hélène était une femme redoutable, une légende dans le milieu, et elle pouvait lire les gens mieux que quiconque. Est-ce que ce projet personnel implique le dîner de famille dont tu parlais vendredi? Je lui avais dit que je redoutais un événement familial. Je ne lui avais pas dit pourquoi. Ça pourrait, admis-je. Elle a hoché la tête lentement. Si tu as besoin de quoi que ce soit ressources, temps, conseil juridique, fais-le-moi savoir. La famille peut être compliquée.
La famille peut être toxique, corrigez-je. Mais merci, je le ferai. J'ai travaillé pendant la pause déjeuner, remarquant à peine les heures qui passaient. À 17 heures, j'avais compilé tout ce dont j'avais besoin pour Marius. Relevé bancaire montrant des transferts suspects vers Chypre, registre foncier révélant des transactions frauduleuses, chaîne d'emails entre mon père et ses notaires véreux qui prouvaient qu'il savait exactement ce qu'il faisait. C'était suffisant pour envoyer quelqu'un en prison pour très longtemps. Ce soir-là, Enguerrand a appelé. J'ai laissé aller sur messagerie. Il a rappelé. J'ai ignoré à nouveau. Au troisième appel, j'ai finalement répondu, mettant le haut-parleur tout en me versant un verre d'eau. Qu'est-ce que tu veux, Enguerrand ? Putain, Azéline. Ça t'a pris assez de temps. Écoute, papa veut te parler. Je n'ai rien à dire à papa. Allez, ne sois pas dramatique. Il est prêt à reconsidérer si tu t'excuses. J'ai failli recracher mon eau. J'ai ri, un son sec et sans joie. M'excuser pourquoi ? Pour avoir embarrassé la famille samedi. Pour être parti comme ça, pour avoir fait une scène. Je n'ai pas fait de scène. Je suis parti calmement. C'est vous qui avez fait une scène avec vos annonces grandiloquentes. Exactement. Tu es parti. Tu as humilié papa devant tout le monde. Il a dépensé une fortune pour ce dîner. Il a dépensé une fortune pour m'humilier, ai-je corrigé. Mais j'apprécie l'appel. Dis à papa que je dis « non merci » pour la réconciliation. Tu fais une erreur, a averti Enguerrand, sa voix devenant plus sombre. Tu ne veux pas être du mauvais côté de cette famille. Papa a le bras long. Je suis assez sûr d'être du seul bon côté, dis-je. Le côté de la loi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 10 minutes plus tard, ma tante Carole a envoyé un texto. L'orgueil précède la chute, Azéline. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. L'orgueil précède la chute. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Elle se trompait juste sur la personne qui allait tomber. Mardi matin, j'ai rencontré Marius dans ce petit café de Montmartre. Il pleuvait sur Paris, une bruine grise et persistante qui collait aux vitres. Marius était déjà là, une tasse de café noir devant lui et un carnet de notes ouvert. Il avait l'air froissé, comme s'il avait dormi dans ses vêtements, mais ses yeux étaient vifs et alertes. « Tu as l'air fatigué », observa-t-il alors que je m'asseyais. « Long week-end, dis-je. Mais ça en valait la peine. » J'ai sorti la clé USB et une chemise cartonnée contenant les versions imprimées des documents les plus accablants. Je les ai étalés sur la petite table ronde en marbre. Voici le sommaire, dis-je. Documents, feuilles de calcul, chronologie, preuves. Marius a mis ses lunettes et a commencé à lire. Au début, il parcourait les pages rapidement, mais bientôt, il a ralenti. Ses sourcils se sont froncés. Il a sorti un stylo et a commencé à souligner des choses frénétiquement. Bon sang, souffla-t-il après 10 minutes. C'est massif. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Au moins 5 ans, probablement plus. Je n'ai accès qu'aux 5 dernières années d'archives numériques. Qui sont les victimes ? J'ai pointé une liste. Multiples partenaires commerciaux qui ont perdu leur investissement. Des sous-traitants locaux qui n'ont jamais été payés et ont fait faillite. Mais le pire, c'est ici. J'ai tapé sur une feuille. Le projet Résidence Les Lilas. C'était censé être une résidence pour seniors à revenus modestes. 20 couples de retraités ont versé des acomptes de 50 000 € chacun. Le projet n'a jamais vu le jour. Le terrain est toujours un terrain vague. L'argent a disparu. Marius a levé les yeux vers moi, le dégoût visible sur son visage. Il a volé les économies de toute une vie de retraité ? Pour financer ses parties de chasse en Sologne et les robes de créateur de ma mère, confirmai-je. Marius s'est adossé à sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux en bataille. Cela pourrait faire tomber plus que juste ton père. Cela pourrait exposer tout un réseau de corruption dans le secteur immobilier lyonnais. Il doit avoir des complices à la mairie pour obtenir les permis. Je sais, dis-je doucement. Il m'a regardé attentivement, ses yeux de journaliste cherchant la moindre faille. Ce sont tes parents, Azéline. Es-tu sûre de vouloir faire ça ?
Une fois que c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. C'est la bombe atomique. J'ai pensé à samedi soir. Au rire. À la façon dont ils m'avaient tous regardé comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais compté. J'ai pensé à Enguerrand et son sourire suffisant. J'ai pensé aux retraités qui attendaient toujours leur appartement. Je suis sûr, dis-je. D'accord. Marius a hoché la tête. Il a rangé les documents dans son sac en cuir usé. Donne-moi 48 heures. Je dois vérifier certaines de ces infos indépendamment, parler à des sources à la préfecture, construire l'histoire proprement. Peux-tu attendre jusqu'à jeudi matin? J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. J'ai attendu 29 ans. 2 jours de plus ne me tueront pas. Parfait. Jeudi, 6 heures du matin. Ça sera en une de Mediapart. Prépare le pop-corn. Je suis sortie du café, ouvrant mon parapluie sous la pluie parisienne. Je me sentais étrangement légère. La machine était lancée. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Mon père n'était pas un idiot. S'il sentait que l'étau se resserrait, il deviendrait dangereux. Une bête blessée est toujours la plus féroce. Et je n'avais pas tort. Mon téléphone a vibré. Un appel inconnu, mais l'indicatif était de Lyon. Je n'ai pas répondu. Un message vocal a suivi immédiatement. C'était la secrétaire de mon père. Mademoiselle Gauthier, votre père souhaite vous voir pour un déjeuner urgent demain à Paris. Il monte par le premier train. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Il savait. Ou du moins, il se doutait de quelque chose. Le jeu du chat et de la souris venait de commencer. Mercredi matin. L'atmosphère au bureau était électrique, ou peut-être étaient-ce juste mes nerfs qui étaient à vif. Marius avait mes informations. L'enquête était en cours. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre et d'agir normalement. Agir normalement s'avéra plus difficile que prévu. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des notifications de ma famille. Ils avaient créé un groupe WhatsApp intitulé « Urgence famille » et m'y avaient ajouté. « Enguerrand, pourquoi tu ne réponds pas à papa? Il est furieux. » « Mère, nous essayons de te tendre la main, Azéline. Ne sois pas ingrate. » Tante Carole, le linge sale se lave en famille. Rappelle-toi qui t'a nourri. J'ai quitté le groupe. 5 minutes plus tard, Enguerrand m'a réajouté. J'ai bloqué le groupe. Vers 10 heures, mon téléphone fixe professionnel a sonné. C'était l'accueil. Azéline, il y a un monsieur Gauthier qui insiste pour te voir. Il dit qu'il est ton père. Il est dans le hall. Mon cœur a raté un battement. Il était venu ici. À mon travail. C'était une violation de mon sanctuaire. Dis-lui que je suis en réunion toute la matinée. Je ne peux pas descendre. Il dit qu'il attendra. Il dit qu'il ne partira pas sans t'avoir parlé. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. S'il faisait un scandale dans le hall, cela pourrait compromettre ma position au cabinet. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. D'accord, dis-je. Dis-lui de me rejoindre au café d'en face dans 10 minutes. Je ne veux pas qu'il monte. J'ai pris mon sac, vérifié que mon téléphone était en mode enregistrement, et je suis descendu. Il était assis à une table au fond du café, son manteau en cachemire drapé sur la chaise voisine. Il avait l'air impeccable comme toujours, mais de près, je pouvais voir les fissures. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains, habituellement si stables quand il signait des contrats, tremblaient légèrement quand il portait sa tasse à ses lèvres. « Azéline, dit-il quand je m'approchai. » Il ne se leva pas, « Assieds-toi. » Je restai debout. « Je n'ai pas beaucoup de temps, père. J'ai un vrai travail, tu sais. » Il grimaça. Toujours aussi insolente. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Je m'assis au bord de la chaise, prête à bondir. « Qu'est-ce que tu veux? » Je voulais te parler en tête-à-tête. Sans ta mère, sans Enguerrand. Juste nous deux. Il prit une enveloppe dans sa poche intérieure et la posa sur la table. Je sais que tu es en colère pour samedi. Et tu as le droit de l'être. C'était excessif. Excessif? Tu m'as déshérité publiquement. J'étais sous pression.
Les affaires sont difficiles en ce moment. Je ne pensais pas clairement. Il poussa l'enveloppe vers moi. Ouvre. J'ai regardé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Un chèque. 50 000 euros. Pour t'aider à t'installer mieux à Paris. Considère ça comme une avance sur l'héritage que je vais rétablir. 50 000 euros. C'était une somme énorme pour la plupart des gens. Mais comparé aux millions qu'il avait volés, c'était des miettes. Et surtout, c'était un pot de vin. Et qu'est-ce que je dois faire en échange, demandai-je. Il y a toujours une condition avec toi. Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Rien de grand. Juste signer un petit document que mon avocat a préparé. Une simple déclaration disant que tu renonces à toute action légale contre la société et que tu reconnais n'avoir aucune connaissance des opérations internes du groupe Gauthier. C'est une formalité pour les banques. J'ai failli rire. C'était donc ça. Il savait que je savais. Ou il avait peur que je sache. Il essayait d'acheter mon silence. Je ne signerai rien, dis-je. Son sourire disparut instantanément. Ne sois pas stupide, Azéline. C'est beaucoup d'argent. Plus que tu ne gagnes en un an avec ton petit boulot de gratte-papier. Je gagne très bien ma vie, merci. Et je ne veux pas de ton argent sale. Il se pencha en avant, sa voix baissant d'une octave, devenant menaçante. Tu penses que tu es maligne? Tu penses que parce que tu as vu quelques papiers chez ta mère, tu comprends comment le monde fonctionne? Tu n'es rien. Si tu essaies de me combattre, je t'écraserai. Je connais des gens à Paris. Je peux faire en sorte que tu ne travailles plus jamais dans la finance. C'est une menace? C'est une promesse. Prends le chèque, signe le papier, et retourne à ta vie médiocre. C'est ta dernière chance. J'ai regardé l'enveloppe, puis j'ai regardé mon père. Jadis, cet homme me terrifiait. Jadis, son approbation était tout ce que je voulais. Maintenant, je ne voyais qu'un vieil homme pathétique, effrayé par sa propre fille. Je me suis levée. J'ai pris l'enveloppe. Tu vois, tu es raisonnable, dit-il, se détendant. J'ai déchiré l'enveloppe en deux. Puis en quatre. J'ai laissé les morceaux tomber sur la table comme des confettis. Garde ton argent, papa. Tu vas en avoir besoin pour tes avocats. Je me suis retournée et je suis sortie du café, le laissant bouche bée au milieu des morceaux de papier. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains ne tremblaient plus. La guerre était déclarée. De retour au bureau, j'ai dû m'enfermer dans les toilettes pendant 10 minutes pour calmer ma respiration. J'avais défié Baudouin Gauthier en face. J'avais refusé son argent. J'avais signé mon arrêt de mort familial. Mais je savais qu'il n'attendrait pas. Et j'avais raison. À 14 heures, Hélène m'a convoquée dans son bureau. Elle avait l'air grave. Ferme la porte, Azéline. Je me suis assise, sentant la panique monter. Nous avons reçu un appel d'un cabinet d'avocats très agressif il y a 1 heure, commença-t-elle. Ils représentent ton père. Ils prétendent que tu as volé des documents confidentiels appartenant à sa société et que tu tentes de l'extorquer. Ils menacent de porter plainte contre notre cabinet pour complicité d'espionnage industriel si nous ne te licencions pas immédiatement. Mon père avait frappé le premier. Il essayait de couper mes ressources, de détruire ma crédibilité avant que je ne puisse parler. C'était une tactique classique de la terre brûlée. C'est faux, dis-je fermement. Je n'ai rien volé. Ma mère m'a donné ces documents volontairement pour une consultation. Et je ne l'extorque pas. J'ai refusé son argent il y a 2 heures. Hélène soupira, ôtant ses lunettes. Je te crois, Azéline. Tu es l'une de mes meilleures employées. Mais le cabinet ne peut pas se permettre un scandale de cette ampleur. Les associés sont nerveux. Vous allez me renvoyer? Non. Mais je dois te mettre en congé administratif payé jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée. Tu dois rendre ton badge et ton ordinateur portable. Maintenant. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait réussi. Il m'avait écarté de mon travail, de ma passion, de mon identité. J'ai rendu mes affaires en silence. En sortant de l'immeuble de verre de la Défense, sans badge, sans ordinateur, je me sentais nue.
Vulnérable. J'ai sorti mon téléphone personnel. Un message de Marius. Mauvaise nouvelle. L'avocat de ton père a contacté mon rédacteur en chef. Menace de procès en diffamation préventif. Mon chef hésite. Il veut reporter la publication. Tout s'effondrait. Mon père était en train de gagner. Il avait plus d'argent, plus de pouvoir, plus de connexions. J'étais seul, suspendu de mon travail, et mon seul allié médiatique était en train de flancher. Je suis rentré chez moi, dévasté. Je me suis assise sur mon canapé, Winston ronronnant contre moi, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, de frustration, de peur. Puis, mon téléphone a sonné. C'était ma grand-mère. Azéline, chuchota-t-elle. Je ne peux pas parler longtemps. Ton père est fou de rage. Il dit qu'il t'a détruite. Il dit que demain, il va s'assurer que tu ne trouves plus jamais de travail en France. Il a peut-être raison, mamie. J'ai été suspendue. Le journal hésite. Écoute-moi bien, dit-elle, sa voix soudainement plus forte, plus claire que je ne l'avais jamais entendue. Ton grand-père a fondé cette entreprise sur l'honneur. Ton père a tout souillé. Il y a un coffre caché dans le bureau de ton père à la maison. Le code est la date de naissance d'Enguerrand. À l'intérieur, il y a le carnet noir. Le vrai livre de comptes. Celui qu'il ne numérise jamais. Si tu as besoin d'une preuve irréfutable, elle est là. Mamie, je suis à Paris. Je ne peux pas rentrer dans la maison à Lyon. Tu n'as pas besoin d'y entrer. J'ai pris des photos. Toutes les pages. Je te les envoie maintenant. Fais ce que tu as à faire, ma fille. Venge-nous. Les photos ont commencé à arriver. Des pages manuscrites, montrant des pots de vin à des élus locaux, des noms, des montants en espèces. C'était la pièce manquante. C'était la preuve de la corruption politique qui rendrait l'histoire impossible à ignorer pour n'importe quel journal. J'ai séché mes larmes. J'ai transféré les photos à Marius avec un seul message, corruption d'élus. Preuve manuscrite. Si ton chef refuse ça, je vais au canard enchaîné. La réponse de Marius fut immédiate, putain. On publie. Demain 6 heures. On ne recule plus. J'ai souri à travers mes larmes. Mon père pensait m'avoir enterré. Il ne savait pas que j'étais une graine. La nuit fut longue. Je n'ai pas dormi. J'ai passé les heures à faire les 100 pas dans mon petit salon parisien, regardant les lumières de la ville. J'étais terrifiée, oui. Mais j'étais aussi étrangement calme. C'était le calme avant la tempête. À 5h55 du matin, je me suis assise devant ma tablette, rafraîchissant la page d'accueil de Mediapart. 5h58, 5h59. 6h. L'article est apparu. En gras, en haut de la page. Une photo de mon père souriant à côté du maire de Lyon, barré par un titre cinglant, l'affaire Gaultier, comment un promoteur lyonnais a spolié des retraités et arrosé des élus pour bâtir son empire des papiers. J'ai cliqué. C'était un chef-d'œuvre. Marius avait tissé mes preuves techniques avec les témoignages déchirants des retraités escroqués. Il avait inclus les photos du carnet noir, anonymisées mais reconnaissables. Il avait détaillé les sociétés écrans, l'évasion fiscale, le train de vie luxueux financé par la fraude. C'était une exécution publique. À 6h05, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai éteint. Je voulais savourer mon café en paix. Je savais ce qui se passait. Le monde se réveillait. Lyon se réveillait. Et le téléphone de mon père devait être en train de fondre. Vers 8h, j'ai rallumé mon téléphone. 50 appels manqués. Enguerrand. Mère. Tante. Cousin. J'ai ouvert Twitter. Le hashtag affaire Gaultier était déjà en tendance en France. Les gens étaient indignés. Des appels à la démission du maire commençaient à circuler. Des journalistes campaient déjà devant la villa de mes parents. À 9h, la télévision montrait des images en direct de la perquisition au siège de l'entreprise Gaultier. La police judiciaire saisissait des cartons, des ordinateurs. J'ai vu Enguerrand sortir du bâtiment, se cachant le visage avec sa veste, bousculé par la foule.
Il n'avait plus l'air si suffisant. Puis, on a frappé à ma porte. Pas frappé. Martelé. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Enguerrand. Et ma mère. Ils avaient dû prendre le premier train de 6 heures dès que l'article était sorti, ou peut-être étaient-ils déjà à Paris pour essayer de bloquer la publication. Ouvre cette porte, salope, hurla Enguerrand. Il donnait des coups de pied dans le bois. On sait que tu es là. Tu as ruiné notre vie. Azéline, ouvre. C'était ma mère, sa voix hystérique. Comment as-tu pu faire ça à ton père? Il va faire une crise cardiaque. Tu veux sa mort? Je n'ai pas ouvert. J'ai reculé, le dos contre le mur du couloir. Tu as tout détruit, continuait Enguerrand. L'héritage, la réputation, tout. Tu n'es qu'une jalousie maladive. Les voisins ont commencé à sortir sur le palier. J'ai entendu Madame Dubois, ma voisine d'en face, crier « J'appelle la police si vous ne partez pas immédiatement. » Appelez-les, hurla ma mère. Ma fille est une criminelle. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 17. Police secours, j'écoute. Bonjour, je suis harcelée à mon domicile par 2 individus agressifs qui tentent de défoncer ma porte. Je crains pour ma sécurité. 10 minutes plus tard, les sirènes ont résonné dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures de police. Les agents sont montés. J'ai entendu des voix fortes dans le couloir, puis le bruit des menottes. J'ai ouvert la porte juste à ce moment-là. Enguerrand était plaqué contre le mur par un policier. Ma mère pleurait, assise sur les marches, son maquillage coulant sur son visage ravagé. Enguerrand a levé la tête, ses yeux rencontrant les miens. Il y avait de la haine pure, mais aussi une terreur profonde. Pourquoi, cracha-t-il. Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai regardé, calme, intouchable. Parce que vous m'avez appris que dans cette famille, on ne récolte que ce que l'on sème. J'ai juste aidé à la moisson. Le policier l'a emmené. J'ai refermé la porte. Le silence est retombé sur mon appartement. C'était fini. Et cela ne faisait que commencer. L'arrestation d'Enguerrand et de ma mère pour trouble à l'ordre public n'était qu'un apéritif. Le plat de résistance a été servi à 14 heures aux informations nationales. Le procureur de la République de Lyon a tenu une conférence de presse. Suite aux révélations parues dans la presse ce matin et aux preuves transmises aux autorités, une information judiciaire a été ouverte contre M. Baudouin-Gauthier pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, fraude fiscale aggravée et corruption active. J'ai regardé l'écran, fasciné. Mon père n'était plus intouchable. Le système qu'il avait pensé manipuler se retournait contre lui avec toute sa lourdeur administrative. Mon téléphone a sonné. C'était Hélène, ma patronne. Azéline, dit-elle, sa voix différente de la veille. Respectueuse. Presque admirative. J'ai vu les nouvelles. Et j'ai lu l'article de Mediapart. Je suis désolée pour la mauvaise publicité potentielle pour le cabinet, commençai-je. Tu plaisantes, me coupa-t-elle. C'est le travail d'audit le plus brillant que j'ai vu depuis 10 ans. Tu as démantelé un réseau complexe de fraude à toi toute seule. Les associés ont discuté. Ta suspension est levée. Immédiatement. Et nous voulons que tu diriges la nouvelle division de conformité éthique que nous créons. Avec une augmentation de 20%, bien sûr. J'ai souri. Mon père avait essayé de détruire ma carrière. Au lieu de cela, il l'avait propulsée dans la stratosphère. Merci, Hélène. Je serai là lundi. Le reste de la semaine fut un tourbillon. Les comptes bancaires de mes parents ont été gelés. Leurs voitures de luxe ont été saisies. La villa a été mise sous scellé. Mon père a été placé en détention provisoire, le juge craignant une fuite à l'étranger. Les réactions de la famille élargie ont été prévisibles. Léra quittait le navire. Tante Carole, celle qui avait ri le plus fort au dîner, a donné une interview à un journal local disant qu'elle avait toujours eu des doutes sur l'honnêteté de son frère et qu'elle soutenait sa nièce courageuse dans sa quête de vérité. L'hypocrisie était stupéfiante. Oncle Gérald m'a envoyé un email pathétique demandant si je pouvais l'aider à prouver qu'il n'était pas impliqué dans les affaires de mon père, de peur d'être éclaboussé par l'enquête.
Je n'ai pas répondu. Dimanche, je suis allée chercher ma grand-mère à la gare de Lyon. Elle avait pris le train toute seule, avec une petite valise. Ils ont saisi la maison, dit-elle simplement en me voyant. Domiti est chez sa sœur. Elle est sous calmant. Enguerrand, il erre comme une âme en peine. Personne ne veut lui parler. Je l'ai serré dans mes bras. Tu viens vivre avec moi, mamie. J'ai une chambre d'amis. Et Winston t'aime bien. Elle a pleuré contre mon épaule, un petit oiseau fragile dans son manteau de laine. J'ai honte, Azéline. J'ai honte d'avoir engendré un tel fils. Ce n'est pas ta faute, mamie. C'est ses choix. Nous sommes rentrés chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. J'avais perdu une famille toxique, mais j'avais sauvé la seule personne qui comptait. Lundi matin, je suis retournée au bureau. L'accueil fut triomphal. Mes collègues me regardaient avec un mélange de crainte et de respect. J'étais la tueuse de géants. Mais la réalité juridique a vite rattrapé le drame familial. J'ai dû passer des heures avec la police judiciaire, expliquant chaque document, chaque flux financier. C'était épuisant, mais nécessaire. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison de Lyon-Corba. L'écriture sur l'enveloppe était familière, bien que tremblante. C'était mon père. J'ai hésité à l'ouvrir. Winston s'est assis sur la lettre, comme pour la protéger ou m'empêcher de la lire. J'ai finalement déplacé le chat et déchiré l'enveloppe. Azéline, je t'écris depuis ma cellule. 9 mètres carrés, c'est tout ce qu'il me reste de mon empire. Je ne vais pas te demander pardon, car je sais que tu ne me le donneras pas. Je t'écris pour te dire que tu as gagné. J'ai toujours pensé qu'Enguerrand était mon héritier. Je pensais qu'il avait la force. Je me trompais. C'était toi. Tu as ma ruthlessness, mon impitoyabilité, mon intelligence, ma capacité à voir les failles. J'ai parié sur le mauvais cheval. Tu es bien ma fille. C'est ma seule consolation ici. Tu es le monstre que j'ai créé, et tu m'as dévoré. Chapeau bas. Ton père, Baudouin. J'ai relu la lettre 3 fois. Pas de remords. Pas d'excuse pour le mal fait aux victimes. Juste une admiration tordue pour ma capacité à le détruire. Jusqu'à la fin, il restait un narcissique, incapable de voir le monde autrement que comme un jeu de pouvoir. J'ai pris un briquet. Je suis allée sur mon balcon. J'ai mis le feu au coin de la lettre et je l'ai regardé brûler jusqu'à ce que les cendres s'envolent dans le ciel de Paris. Il avait tort. Je n'étais pas comme lui. J'avais utilisé mes compétences pour la vérité, pas pour le profit. J'avais protégé les faibles, pas les exploiter. Je n'étais pas son héritière. J'étais son antithèse. Le procès a eu lieu 1 an plus tard. Ce fut l'événement médiatique de l'année à Lyon. J'y suis allée, non pas comme victime, mais comme témoin expert. Voir mon père dans le box des accusés fut un choc. Il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient blancs, son visage creusé. Il portait un costume bon marché qui flottait sur ses épaules amaigries. Ma mère était assise au premier rang, vêtue de noir comme une veuve, pleurant silencieusement. Enguerrand n'était pas là. J'avais appris qu'il avait déménagé à Dubaï pour essayer d'échapper à la honte, travaillant dans l'immobilier bas de gamme. Quand je suis montée à la barre, l'avocat de mon père a essayé de me déstabiliser. Mademoiselle Gauthier, n'est-il pas vrai que vous avez agi par vengeance parce que vous avez été déshéritée ? N'est-ce pas la colère d'une enfant gâtée qui motive tout cela ? J'ai regardé le jury. J'ai regardé le juge. Puis j'ai regardé mon père. Maître, répondis-je calmement. La colère ne falsifie pas les bilans comptables. La vengeance ne crée pas de comptes offshore. La jalousie ne vole pas 50 000 € à un couple de retraités pour acheter un yacht. Les faits sont têtus. J'ai peut-être été en colère, oui. Mais ce sont les crimes de mon père qui l'ont mis dans ce box, pas mes émotions. La salle a murmuré. L'avocat s'est rassis, vaincu. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 12 ans de réclusion criminelle. Confiscation totale des biens. Interdiction définitive de gérer une entreprise.
5 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes. Quand le juge a prononcé la sentence, mon père n'a pas scié. Il a juste regardé droit devant lui. Mais quand les gardes l'ont menotté pour l'emmener, il s'est tourné vers le public. Il a cherché mon regard. Je l'ai soutenu. Je n'ai pas baissé les yeux. Il a hoché la tête, un mouvement imperceptible. Une reconnaissance finale d'adversaire à adversaire. En sortant du tribunal, les journalistes m'ont entouré. Mademoiselle Gauthier, un commentaire? Êtes-vous satisfaite de la sentence? J'ai regardé les micros tendus. J'ai vu au loin le couple de retraités, les victimes principales, qui s'étreignaient en pleurant de soulagement. Ils avaient récupéré une partie de leur argent grâce à la saisie des biens. C'était ça qui comptait. La justice a été rendue, dis-je simplement. C'est tout ce qui importe. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, j'ai trouvé ma grand-mère qui m'attendait sur un banc, et nous sommes partis bras dessus bras dessous. L'après-procès fut étrange. Le silence. Plus de bataille. Plus d'adrénaline. Juste la vie qui reprenait ses droits. Ma mère a essayé de me contacter plusieurs fois. Elle disait qu'elle était seule, qu'elle n'avait plus d'argent, que je devais l'aider au nom de la famille. J'ai réfléchi longuement. J'aurais pu l'aider. J'avais les moyens maintenant. Mais je me suis souvenu de son rire au restaurant. Je me suis souvenu de son silence complice pendant toutes ces années. Elle n'était pas une victime innocente. Elle était la copilote volontaire du désastre. J'ai envoyé un chèque modeste, suffisant pour un mois de loyer, avec une note, « Vends tes bijoux si tu as besoin de plus. » Je ne suis pas ta banque. Puis j'ai changé de numéro de téléphone. C'était dur. C'était cruel, peut-être. Mais c'était nécessaire pour ma survie. On ne guérit pas en gardant le poison près de soi. Enguerrand a fini par faire faillite à Dubaï. J'ai entendu dire qu'il était rentré en France et travaillait comme vendeur de voitures d'occasion dans la banlieue de Marseille. Loin de Lyon. Loin de la gloire passée. Quant à moi, j'ai continué. J'ai travaillé. J'ai voyagé. J'ai rencontré quelqu'un, un architecte qui ne se souciait pas de mon nom de famille ou de mon héritage, mais qui aimait ma résilience et mon rire, qui était revenu, petit à petit. Un an jour pour jour après le fameux dîner, je suis retourné à Lyon. Pas pour voir mon père en prison, ni pour visiter les ruines de l'Empire Gauthier. Je suis allé au même restaurant. L'auberge du Pont de Collonges. J'ai réservé la même table dans le salon privé. Mais cette fois, il n'y avait pas de parents toxiques. Pas de frères jaloux. Pas de tante hypocrite. Il y avait moi. Il y avait ma grand-mère Solange, radieuse dans une nouvelle robe que je lui avais offerte. Il y avait Marius, devenu mon meilleur ami. Il y avait mon compagnon. Et il y avait Hélène, ma mentor. Nous avons commandé le même vin. Le Bordeaux Grand Cru. Quand le serveur l'a versé, j'ai levé mon verre. À quoi trinque-t-on? Demanda Marius. À la vengeance? J'ai regardé le liquide sombre dans le verre. J'ai pensé à la fille terrifiée et en colère que j'étais il y a un an. Elle me semblait être une étrangère maintenant. Non, dis-je en souriant. La vengeance, c'est pour ceux qui vivent dans le passé. On trinque à la liberté. Et au fait de savoir sa propre valeur, peu importe ce que dit votre famille. Nous avons choqué nos verres. Le son cristallin était pur, joyeux. Pas de tension. Pas de peur. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo de nous. J'ai vu une notification. Un appel manqué d'un numéro masqué. Probablement la prison. Probablement mon père essayant encore de manipuler, de contrôler, d'exister dans ma vie. J'ai regardé l'écran pendant une seconde. J'avais le choix. Je pouvais répondre, entendre sa voix, le laisser rentrer un peu. Ou je pouvais continuer à manger ce délicieux repas avec les gens qui m'aimaient vraiment. J'ai appuyé sur « Bloquer ». J'ai posé le téléphone face contre table. « Tout va bien ?» demanda ma grand-mère. « Tout va parfaitement bien », répondis-je. « Passe-moi le pain, s'il te plaît. » En sortant du restaurant ce soir-là, l'air était frais et doux. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vérifié mon rétroviseur. Je regardais la route devant moi.
Elle était longue, elle était ouverte, et elle était entièrement à moi. Mon père avait voulu me donner une leçon ce soir-là. Il voulait m'apprendre que sans lui, je n'étais rien. Il avait fini par m'apprendre la leçon la plus importante de ma vie: on ne choisit pas sa famille de sang, mais on peut choisir de ne pas les laisser nous détruire. Et parfois, la meilleure façon d'honorer son héritage, c'est de s'en construire un nouveau, tout seul, à partir de zéro. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, mais nécessaire. Si vous avez vécu une situation similaire avec une famille toxique, ou si vous avez déjà dû couper les ponts pour sauver votre santé mentale, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et n'oubliez pas, la vraie richesse, ce n'est pas l'héritage qu'on attend, c'est la vie qu'on se construit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de karma. Prenez soin de vous. À bientôt.